Alors bonsoir, bienvenue amis curieux voyageurs au Festival 2021. Alors deuxième année consécutive avec un festival en ligne, mais nous espérons évidemment en 2022 pouvoir vous retrouver au Centre des Congrès à Saint-Étienne pour le prochain festival Curieux Voyageurs. Cette année, nous avons prévu 15 films en ligne et dont un film, Himalaya, la marche au-dessus d'Elliot Schoenfeld. Alors ce film que vous venez de voir vous a présenté un aperçu rapide de l'Himalaya et puis vous avez vu Elliot. Elliot Schoenfeld est un voyageur un petit peu atypique et Elliot Schoenfeld, c'est un jeune qui voyage depuis l'âge de 20 ans. À l'âge de 28 ans, Elliot est rentré comme le plus jeune explorateur à la Société des explorateurs français. Et depuis une dizaine d'années, Elliot a parcouru le monde, en Australie, en Mongolie, dans le désert de Gobi, en Alaska, dont vous avez pu voir d'ailleurs un film l'année dernière que nous avions présenté justement en ligne, l'Himalaya que nous vous avons présenté aujourd'hui, et puis également en Amazonie, où Elliot est allé sur les traces de Raymond Moffret. Alors, Elliot, j'ai fait un aperçu un peu rapide te concernant. Est-ce que par rapport à ce que j'ai fait comme présentation, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, non, tu es très bien renseigné, c'est ça, j'ai commencé mon premier voyage qui m'a fait découvrir un peu ce qu'on appelle la nature sauvage. C'était un voyage que j'ai fait en 2012 en Australie quand j'avais quel âge? 19 ans et ça a été ma découverte avec, ce monde-là et depuis, j'ai, tenté de passer le plus clair de mon temps dans les derniers lieux sauvages, du monde et ce film, Himalaya, la marche au-dessus, c'était la troisième réelle expédition, que j'ai réalisée et c'était le troisième film que j'ai réalisé aussi. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi as-tu choisi l'Himalaya? Donc, tu as choisi la Mongolie qui était déjà en Asie, tu avais choisi l'Australie, c'est un continent. Pourquoi l'Himalaya? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette région? C'est très aléatoire la manière dont je décide d'une expédition. Ça peut être, que j'apprenne qu'un animal particulier c'est souvent les animaux parce que moi j'aime beaucoup les animaux. J'essaye d'aller dans un endroit où on peut en voir et en fait, je passe des longues nuits blanches sur Google Earth à essayer de trouver les lieux les plus sauvages de la planète et il est clair que les montagnes de l'Himalaya en font partie et je crois que c'est une des premières expéditions auxquelles j'ai pensé, l'Himalaya, à l'âge de 21 ans quand j'ai décidé que j'allais faire ça de ma vie. Mais je l'ai réalisé que 4 ans après y avoir pensé parce que je me sentais pas encore prêt à traverser ces montagnes aussi hautes. Et c'était, un film et un livre, moi, qui m'ont fait un peu découvrir, l'Himalaya. C'est déjà le livre, c'est un «On a marché dans le ciel», le livre d'Alexandre Poussin et de Sylvain Tesson, qui ont eux-mêmes traversé dans les années 90, la chaîne himalayenne, mais en partant du Bhoutan et en arrivant jusqu'en Afghanistan, qui m'avait beaucoup plu. Et puis il y a un film qui c'est pas un film incroyable, mais il y a des belles images dedans, qui s'appelle «La vie rêvée» de Walter Mitty. C'est l'histoire d'un photographe, la vie d'un gars un peu lambda qui finit par traverser l'Islande, le Groenland et puis l'Himalaya à la fin où il rencontre des léopards des neiges et voilà donc c'est le fait que ça soit un des derniers lieux sauvages du monde, c'est le fait, d'avoir lu ce livre qui m'a beaucoup plu, ce film c'est aussi de savoir qu'il y avait encore des peuples, les derniers peuples qui savent encore habiter la terre, à savoir encore des nomades dans les montagnes et puis, une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs du monde, les Rhodes, qui habitaient dans la jungle, himalayenne. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de partir traverser toutes ces montagnes. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoute, effectivement, je comprends que tu aies envie de partir dans des régions comme celle-ci, assez reculées, et où on a encore la possibilité, effectivement, de vivre des aventures comme celles que tu as vécues. Et je crois que les personnes, les spectateurs de Curieux Voyageurs qui ont vu ton film ont dû être surpris parce que tu as quand même, je dirais, certainement eu des problèmes d'acclimatation parce que tu as passé d'école à 5 600 mètres. Comment tu as, je dirais, vécu tout ça et comment tu t'es préparé un petit peu à une telle expédition? Ben moi, mes préparations, je dois l'admettre, sont très rudimentaires. En amont, le travail, moi, que je fais pour mes expéditions, c'est surtout regarder des cartes et regarder Google Earth pour essayer
m'imaginer un peu le terrain, auquel je vais avoir affaire et essayer de penser une sorte d'itinéraire. C'est-à-dire que quand je pars, j'ai quand même une idée assez précise de là où je veux partir évidemment et puis, de là où je veux arriver et par où je vais pouvoir passer. Donc je regarde des cartes, je regarde, est-ce que ce col-là est possible à passer avec un cheval? Est-ce qu'il y a une rivière qui est ici que je pourrais descendre et cetera? Ça, c'est vraiment la majeure partie de la préparation que je fais en amont et en réalité, une grande partie de la préparation, voire peut-être la moitié ou la majorité se fait sur place en rencontrant les gens, qui habitent là-bas, quoi. Parce qu'en fait, comme c'est des endroits quand même très sauvages, il y a peu d'informations auxquelles on peut avoir accès, dans ces endroits-là parce que peu de gens y vont et les gens qui y habitent, ils tiennent pas des blogs, où ils racontent les 10 bons conseils, quelle jolie randonnée et cetera. Donc c'est assez difficile d'avoir des informations, même des cartes précises sur ces endroits-là et donc c'est en rencontrant les gens sur place que je prépare réellement l'expédition et sinon comment on s'acclimate, en passant du bassin parisien qui est à 35 mètres, à des cols hauts de plus de 5 600 mètres, ben, difficilement déjà, moi c'était une des premières fois que j'allais réellement, en montagne. Et quand j'ai vu ces montagnes pour la première fois, en arrivant là-bas en Inde, j'ai été tout à fait pétrifié. Je me suis dit que j'aurais dû commencer par le Massif central parce que j'étais terrorisé par ces immenses monstres qui me regardaient de tout là-haut et c'est souvent, ces premiers jours d'expédition ou même d'avant-expédition qui amènent à l'expédition qui sont les plus difficiles à vivre. Des fois, je passe vraiment par des phases de folie, quoi, où à un moment j'attendais dans un aéroport pour prendre un petit avion pour me rendre à Léo Ladakh où j'ai commencé l'expédition j'ai eu une peur où je voulais me casser la jambe volontairement pour devoir renoncer. J'en suis même arrivé à espérer qu'une guerre éclate entre le Pakistan et l'Inde pour que ça soit annulé, quoi. Donc, pour vous dire l'état de folie assez avancé et en fait, j'ai repris mes esprits et en fait, ça se fait après assez, de manière évolutive, quoi. Peu à peu, l'irrationalité quitte la peur. Dès que je commence à marcher de jour en jour, je réalise, la beauté qui m'entoure et je finis par être, très heureux d'être là où je suis. Mais donc c'est plusieurs jours qui sont difficiles à passer et physiquement sinon de passer à une altitude aussi importante, c'était compliqué simplement les 2 ou 3 premiers jours où on est très essoufflé et cetera. Mais en réalité, le corps s'habitue assez vite et après quelques jours, je marchais très bien malgré, l'altitude, à laquelle j'étais. Voilà à peu près la préparation, et le début de l'expédition, comment ça se déroule. Alors, ce qui paraît surprenant, hein, Elliot, et je pense que la plupart des gens qui ont regardé ton film, qui ont vu aussi celui que tu avais montré l'année dernière, donc au Festival Curieux Voyageurs sur l'Alaska, ont été étonnés peut-être effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un manque de préparation ou en tout cas d'une préparation à minima. Et par rapport à ça, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a, moi, ce que j'appelle un petit peu, alors à mon niveau, je voyage pas comme toi, hein, mais la bonne étoile du voyageur, c'est-à-dire que tu vis des moments de stress, de peur, tu recherches de l'eau parce que tu étais en manque d'eau, ainsi que Robert, hein, le cheval dont on reparlera, peur de la chute aussi de Robert dans le ravin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des choses qui se passent qui sont très, très stressantes et tu t'en sors toujours. Il y a toujours ce que, entre guillemets, j'appelle la bonne étoile du voyageur. Est-ce que tu comptes justement sur cette bonne étoile quand tu pars? Heu, non, je prévois pas ça parce que ça se voit peut-être pas dans mes films, mais en réalité, je suis un garçon très prudent. C'est pour ça que je dis ça se voit peut-être pas dans les films. Mais en fait, moi, j'ai jamais peur de faire demi-tour à un endroit si je considère que c'est trop dangereux ou, enfin et du coup de passer par, un autre itinéraire et cetera. Le but, c'est pas de mourir, quoi. Le but, c'est de continuer à faire ces expéditions parce que j'adore être dans ces lieux-là, y vivre et découvrir, toute cette beauté qui existe encore et donc j'essaye d'être prudent et j'arrive à jauger les risques et je sais de quoi je suis capable, je sais qu'est-ce que mon corps peut supporter, qu'est-ce que ma tête peut supporter. Cette expédition, je ne l'aurais jamais faite, pour commencer. En fait, c'est pour ça qu'en fait, j'ai attendu 4 ans avant de la réaliser parce que, au fur et à mesure de toutes les expéditions que j'ai réalisées et ben, j'ai appris beaucoup sur moi et
c'est pour ça que j'arrive mieux à jauger les risques auxquels je peux être confronté. Et en réalité, dans cette expédition, j'ai jamais vraiment eu peur. La seule fois où j'ai eu vraiment peur, c'était pas pour ma vie ou pour moi, c'était pour mon cheval qui, lui, a eu un accident qui aurait pu se finir tragiquement. Et heureusement, ça s'est passé. En tout cas, une des choses sur lesquelles je peux compter, et je dis ça parce que en fait, j'ai expérimenté ça, c'est l'aide des gens qui habitent Oui, ces lieux-là. Et parce qu'en fait, l'entraide, que ça soit dans la culture nomade ou en réalité chez tous les peuples qui vivent, dans l'harmonie, dans des lieux assez isolés et cetera, bah, fait partie du mode de survie de cette culture-là. Et par exemple, en Mongolie, qui est mon premier film et ma première réelle expédition, simplement le fait de toquer à la porte d'une yourte, c'est quelque chose qui fait pas du tout partie des traditions et on comprend pas d'ailleurs qu'est-ce que ça signifie parce que, bah, si on voit une yourte, si on rencontre une yourte sur son chemin, quand on est à cheval et ben, on descend du cheval, on ouvre la porte et la partie de gauche de la yourte est destinée aux invités. On vous offre à boire, on vous offre à manger. Si vous êtes fatigué, vous pouvez roupiller sur un lit, et c'est comme ça que ces gens-là, ont vécu pendant des millénaires et c'est comme ça qu'ils arrivent à affronter des conditions qui peuvent être parfois difficiles. Et donc ça, c'est clair que, par exemple, dans le cas de l'accident de Robert ou dans d'autres cas où j'ai pu avoir des difficultés dans les montagnes himalayennes, j'ai toujours pu compter sur, les habitants que je croisais là-bas, pour qu'ils m'indiquent la bonne direction, pour qu'ils partent et marcher avec moi au beau milieu de la nuit, pendant, 5 heures pour aller essayer de sauver un cheval en haut d'une montagne. oui. Voilà, sur ça, j'ai pu compter sur l'aide des gens et ça m'a été, vraiment très. Enfin, ça m'a sorti de sacrées galères et surtout ça m'a permis de rencontrer des gens formidables donc voilà. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ces endroits-là, Oui. c'est les hommes qui y vivent. On a même vu que les militaires qui t'ont aidé pour faire le radeau. Même les militaires, alors. Alors que pourtant, bon, tu as eu quand même, enfin, quand on parlait de peur tout à l'heure, je crois que un des moments, bon, en dehors effectivement de la peur que tu as pu avoir pour le cheval, hein, pour Robert, je crois qu'il y a aussi effectivement le problème avec les militaires, puisque en fait, tu t'es retrouvé dans des zones qui étaient interdites aux touristes, enfin aux étrangers, et donc là, j'imagine que ça a été quand même des moments un peu difficiles, non? Bah, ouais, ça clairement, c'est un truc que, bah, j'avais pas préparé, et donc quand j'ai appris ça, moi ça m'a sacrément frustré parce que, en plus c'était très compliqué enfin d'échapper à cette zone de contrôle qui est quand même assez grande et ça m'aurait rajouté des centaines de kilomètres et cetera. Donc j'ai décidé que j'allais quand même, bah, garder la direction que je m'étais fixée. Simplement ça a été plusieurs semaines qui ont été, pas franchement agréables, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la scène dans le film où je me cache des militaires, beh, une demi heure avant, moi, j'avais planté ma tente, à un endroit. Ça faisait en gros une demi heure que j'étais parti et les militaires sont passés vraiment entre 5 et 10 mètres de l'endroit où j'avais planté ma tente. Donc ça aurait été sacrément compliqué parce que j'avais, donc un téléphone satellite qui est strictement interdit, dans cette zone-là. Moi, j'étais tout seul, sans permis, donc c'était aussi strictement interdit et puis en plus, j'avais des vidéos, des bases que j'avais, passé, clandestinement. Donc mon dossier n'était franchement pas bon. Alors je pense pas qu'il m'aurait tiré dessus, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que l'expédition se serait terminée là et je pense que je serais retourné en France, assez rapidement. Donc ouais, voyager dans ces conditions-là, c'était pas, formidable, mais ça a duré, au total 3 semaines. Après, il y avait des moments où je regagnais la zone légale et puis ensuite je repartais en zone illégale. Mais oui, j'étais très heureux au bout de ces 3 semaines de pas avoir À te à me faire, justifier. voilà. Oui. D'accord. Bon, alors, oui, je croyais qu'il y avait une coupure. En fait, Elliot, autrement, l'impression que tu donnes, en tout cas dans les films, hein, tu nous as dit quand même que tu avais un minimum de préparation, mais c'est que quelque part, quand tu pars,
je sais pas, pour le voyageur lambda en tout cas, ça paraît quand même un peu compliqué parce que je crois que un des principes hein, que tu évoques d'ailleurs dans le film et qui te tient à cœur, c'est un peu de revenir à des choses naturelles. Et par exemple, moi, j'ai été très surpris. Alors, je sais pas, j'ai jamais fait les scouts ou je sais pas si toi tu l'avais fait avant, mais par exemple, pour apprendre à faire du feu ou arriver à te construire un abri en laissant ta tente, ne plus porter de sac à dos, mais te faire un panier. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Moi, ça m'a surpris. Alors, est-ce que ça, tu t'étais entraîné aussi avant de partir pour ça? Non, non, bon après j'ai déjà fait des cabanes et tout ça, ça j'en ai fait plusieurs fois, mais le feu, c'était vraiment la première fois que j'essayais et que j'ai réussi et en fait, pour le feu, le moment où j'ai franchi la frontière, de l'Inde au Népal, c'était dans une petite ville qui s'appelle Bambasa où je suis resté 2 jours. J'étais dans un petit hôtel et il y avait une télé et j'ai regardé la télé et il y avait un film, hollywoodien, sur la guerre du Vietnam et je me rappelle plus du titre et en tout cas, à un moment, il y a des soldats, vietnamiens qui font du feu de cette manière-là dans la jungle et je me suis dit: «Est-ce que Hollywood nous raconte que des conneries ou ça marche vraiment?» et comme il s'avère qu'il y a du bambou à l'endroit où j'étais et ben, j'ai essayé. Après je me suis renseigné sur internet avant de repartir et j'ai vu que c'était une vraie technique, et qui est plus simple en fait comme technique de friction. C'est plus simple, que de prendre, de bois et faire de cette manière-là, comme on voit aussi souvent. C'est-à-dire que ça nécessite, moins de connaissances sur le bois qu'on utilise et surtout tout ce dont on a besoin pour faire le feu, est dans le bambou, quoi. L'amadou, il suffit de couper le bambou en 2 pour, en fait, faire une genre de scie et donc c'est le côté pratique de cette technique-là et donc je suis pas encore un expert en cette technique parce que c'était en moyenne 2 heures avant de pouvoir, me faire cuire mes nouilles Ouais. chinoises mais ça a fonctionné et c'est vrai que ça fait un effet, assez jouissif quoi, parce que de créer une enfin, j'ai pas réussi à me séparer de tous les objets, que j'avais dans mon sac à dos comme c'était l'objectif de ce film, mais Oui. en revanche, j'ai quand même réussi à me séparer d'objets qui semblent assez, fondamentales quand on souhaite se rendre dans la nature sauvage un peu en autonomie, à savoir un abri, se chauffer, ou cuisiner avec du feu, pas avoir froid la nuit avec un duvet, mais fait autrement ou se trouver une grotte et cetera. Avoir un sac à dos pour pouvoir transporter toutes ces choses-là. Donc c'est des objets assez, oui, élémentaires, quoi et donc on a un sentiment de grande liberté quand on arrive à faire une flamme de ses propres mains, quand on arrive à trouver aussi à manger de ses propres mains et cetera. C'est très agré c'est ça rend heureux, quoi. Donc moi, j'étais très heureux quand j'ai, vu la première flamme partir après 2 heures d'effort. Alors, je suis très étonné d'apprendre que c'est grâce à un film sur la guerre du Vietnam que tu as appris à faire du feu. Moi, je pensais que tu avais trouvé un tuto sur Internet Bah, pour expliquer. après j'ai trouvé un tuto après avoir vu ce film. Voilà. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que, par rapport à tout ça, justement, ce retour à la nature, enfin, quelles sont les leçons? Est-ce que tu, par rapport à cette expé que tu as fait, enfin, qui a été faite en Himalaya, tu en as retiré pour tes voyages suivants? Alors bon, on va peut-être pas tout dévoiler parce que je crois que tu as un film hein, au niveau du festival sur l'Amazonie, entre autres, mais sans parler, sans dévoiler le film en question, est-ce que tu as retiré des choses justement de cette expérience que tu as eue en Himalaya, que tu me disais pas tout, tu n'as pas pu te passer de tous les objets, mais enfin de certains quand même. Est-ce que tu en as retiré justement une expérience pour tes futurs voyages? Bah, en tout cas, ce voyage-là, l'idée générale et le sens que j'ai donné à ce voyage-là, à savoir, partir avec la ville dans mon sac à dos, c'est-à-dire, tous les objets industriels que j'utilisais jusqu'à alors, pour, me déplacer dans ces endroits-là, et de réussir au fur et à mesure du voyage à m'en séparer et les remplacer par des choses qui étaient dans l'environnement dans lequel je me Ah, mouvais et ben ça c'est parti d'une idée que j'ai, qui est née, lors de mon premier vrai voyage qui était en Mongolie avec la découverte des nomades. Parce que, moi avant d'arriver en Mongolie, j'ignorais complètement, qu'il y avait des gens sur cette terre qui vivaient en dehors de la civilisation et qui vivaient, bah oui, différemment que le seul mode de vie auquel j'avais eu accès, depuis ma naissance et j'ai trouvé ça complètement fou, quoi. C'est-à-dire l'autonomie que ces gens-là avaient, la liberté et puis surtout les savoirs qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils
moi, j'avais vécu dans un monde où la nourriture, ne poussait dans les rayons, où, la terre était recouverte de goudron, si bien que j'oubliais que sous le goudron, il y avait de la terre, où le paysage était constitué d'immeubles, et de béton et cetera. Donc je suis arrivé chez des gens qui, fabriquaient leur propre nourriture, savaient fabriquer leurs propres vêtements, savaient fabriquer leurs propres abris, et cetera et cetera. Et j'ai trouvé ça absolument formidable, quoi. Et de là est née cette envie de tendre vers ça, en tout cas d'essayer de réapprendre à vivre sur terre comme ces gens-là le savent, de réapprendre à faire des choses avec mes mains, à réapprendre à faire des choses, heu, avec ce qui se trouve autour de moi pour, oui, pour être, libéré en fait de cette dépendance, assez, vitale, de que le monde actuel nous a mis, quoi. Et c'est quelque chose, c'est une idée qui m'a suivi, ensuite en Alaska, où pour la première fois j'ai réussi à atteindre une autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'est venu un moment pendant le voyage où j'ai manqué de provisions. Et donc, j'ai appris à pêcher là-bas, j'ai appris à cueillir des champignons, j'ai appris à cueillir des baies, des groseilles, des myrtilles. Je mangeais comme un ours. Et ça, c'était magnifique aussi parce que pour la première fois, je n'avais plus la nécessité de revenir forcément, en ville pour pouvoir me ravitailler, mais si je le souhaitais, je pouvais rester bien plus longtemps dans la nature sauvage. Et j'ai voulu ensuite porter cette idée plus loin dans le voyage suivant qui a été en Himalaya et qui est enfin, c'est le film que vous venez de voir. Voilà. C'était d'essayer d'atteindre une autonomie, matérielle. Et donc moi, c'est vraiment, le fil d'Ariane qui lie tous les voyages que je fais depuis que j'ai commencé à faire ça et qui continue à m'animer pour les D'accord. suivants. Oui, Voilà. oui, oui. Et justement, donc, Elliot, comme tu parlais de chasse et de cueillette, ça m'amène quand même à une question, parce que pour moi, cette question, elle est primordiale aussi dans ton reportage, c'est de parler des rôtes, puisque ce sont pratiquement les derniers chasseurs-cueilleurs d'Asie. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur les rôtes et le séjour que tu as pu faire là-bas. Donc, je crois que ça a été compliqué justement pour les trouver et puis pour obtenir un petit peu l'autorisation de rester chez eux, hein, Ouais. enfin en tout cas qu'ils t'acceptent. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, moi j'avais en vrai, j'avais 2 rêves un peu, en partant en Himalaya. C'était de rencontrer, ces hommes et ces femmes, les Rhotes, parce que j'avais vu un reportage photo, sur ces gens-là. Heu et moi, en réalité, tous ces peuples qui ont encore, des connaissances si précieuses sur, la manière de pouvoir vivre en harmonie, dans la nature, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, enfin et qui me semble très important, quoi, vraiment, parce que je considère qu'il y a énormément de choses à réapprendre de ces gens-là pour avoir la chance que ce qu'il y a de vivant sur cette terre le demeure. Et donc oui, moi quand j'ai appris qu'il y avait cette, tribu de Roth, enfin de chasseurs-cueilleurs qui a existé dans la jungle, népalaise, j'ai rencontré. Et puis je rêvais aussi de voir, une panthère des neiges. C'était les 2 rêves les plus fous qui m'animaient en partant là-bas. Alors j'ai jamais rencontré les panthères des neiges, j'ai vu que des traces, et en revanche, j'ai rencontré, cette royauté, et ça a été effectivement très compliqué à les rencontrer parce que, le principe des chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils sont nomades et qu'ils se déplacent, donc ils sont pas toujours au même endroit, quoi. Ça m'a mis 10 jours, comme je dis, dans le film, et je suis ressorti de cette expérience après, 3-4 jours passés là-bas, avec des émotions assez mitigées. C'est-à-dire que j'ai été, en admiration devant, ces enfants qui savaient tout faire, au plus jeune âge, à la manière dont vivent ces gens-là. Et en même temps, c'était assez triste de voir cette tribu parce que comme toutes les tribus de chasseurs-cueilleurs, comme tous les gens qui vivent en dehors de la civilisation encore à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont en train de se faire tuer, quoi, et dont on est en train d'exterminer le mode de vie. Parce que comme partout, la déforestation, l'agriculture intensive et cetera prend de plus en plus de place et colonise de plus en plus les derniers espaces sauvages. Et
et cette tribu-là n'est pas épargnée du tout par ça. Avant, les Roth étaient très nombreux dans ces collines. Il y avait d'autres tribus de chasseurs-cueilleurs qui existaient aussi il y a encore quelques décennies et cette tribu est amenée à disparaître comme toutes les autres tribus qui font pas partie de la civilisation encore aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était, à la fois magnifique et à la fois très triste, parce que on est dans cet endroit-là en sachant qu'il est tout à fait possible qu'il n'existe plus, dans un futur qui est pas si éloigné. Voilà, mais c'était, véritablement moi la première fois que je rencontrais des chasseurs-cueilleurs et ça reste quelque chose d'inoubliable et je rêve de pouvoir, rencontrer, d'autres tribus qui vivent de cette manière-là pour témoigner de ces gens-là, simplement de leur existence, de témoigner de tous les savoirs qu'ils ont, encore, et de la nécessité de s'inspirer et d'apprendre en fait de ce que ces gens-là savent et qu'on a fortement oublié, à savoir qu'on fait partie de la nature et qu'il faut vivre avec elle et dans elle, quoi. Voilà. En tout cas, merci effectivement, Elliot, d'avoir parlé de cette tribu des Roth, sachant que bon, je crois qu'il est important effectivement d'évoquer ce que tu as fait dans ce film parce que c'est un moment important et on sait qu'aujourd'hui, dans notre société, effectivement, on n'y consacre pas suffisamment de temps et on n'en parle pas suffisamment. Donc, pour nous, en tout cas, c'était important d'avoir évoqué dans ton film ces Roth et je te remercie encore une fois. Alors, bon, là, quelque chose peut-être d'un petit peu plus fun hein, par rapport aux Roth, parce qu'on sait que malheureusement, effectivement, ces tribus, leur situation est très compliquée. Mais moi, je m'attendais ce soir, parce qu'on est encore en hiver, je suis surpris parce que je t'ai pas vu avec ta peau de chèvre. Je me suis dit que tu as voulu nous éviter peut-être les odeurs, mais je Oui. m'attendais à ce que tu viennes avec une peau de chèvre ce soir. Non, tu l'as abandonné. Non, ma peau de chèvre, elle est, dans le grenier de chez ma mère, à sa grande désolation, La pauvre et maman. voilà, la pauvre maman et j'ai pas eu encore l'occasion de la ressortir parce que, bah, le dernier voyage que j'ai fait après l'Himalaya, c'était, l'Amazonie et les peaux de chèvre ne sont pas recommandées dans la jungle amazonienne. Donc peut-être pour la prochaine expédition qui est supposée avoir lieu dans le Grand Nord, elle sera de nouveau utile, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser de nouveau. Voilà. D'accord. Ah, juste pour le fun, c'est drôle ce que tu dis parce que moi, derrière moi, il y a une toile de Korogo qui est une toile africaine qui est faite à partir de bousses de vache. Et cette toile, quand je l'ai ramenée d'Afrique, j'ai dû la laisser dehors chez mes parents aussi pendant au moins 2 mois pour qu'elle ne sente plus. Donc, c'est assez marrant. Et c'était On a pas. fait pareil alors. Ouais, j'avais pas prévu ça. Et sinon, toujours pour le fun, donc on a vu que bah, il y avait une forte connivence avec ton cheval Robert. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Robert depuis que tu es rentré d'Himalaya? J'en ai eu la dernière fois, c'était, lors du dernier confinement et donc aux dernières nouvelles, il s'était, fait, copain avec, tout un gang de yaks, avec qui il passait, D'accord. le plus clair de son temps et voilà, il prend sa retraite, bien méritée et puis il est devenu assez connu dans cette vallée parce qu'en réalité, il y a pas tant de chevaux que ça, dans la vallée où on s'est quitté. Il est toujours avec Naran, l'éleveur, et Roxy, son chien, à qui je l'ai vendu et voilà, il gambade fièrement, dans les vallées, de ces montagnes himalayennes et voilà, il allait très bien. C'est difficile d'avoir des nouvelles parce qu'il n'y a pas Oui, de connexion ou de réseau ou quoi que ce soit, mais des fois, quand il va dans un village où il arrive à avoir du réseau, il m'envoie des nouvelles et puis il y avait un copain que j'avais rencontré à lui qui habite aussi dans un village et des fois, il me donne aussi des nouvelles. Donc Robert va très bien et j'espère que je d'accord. pourrai aller le revoir un jour. Tu nous disais qu'il était dans un gang de yak. Il n'a pas fait de braquage encore, j'espère. Non, 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 c'est un gang pacifique. Ils sont très D'accord. pacifiques. Les Ok, seuls crimes qu'ils font, c'est de brouter l'herbe, des collines. Donc ça va, ça ils va. font pas de mal. Voilà, c'est un braqueur retraité, donc c'est bon s'il Voilà. prend sa retraite. Et sinon, alors je ne sais pas si tu peux en parler parce que peut-être qu'en plus c'est compliqué hein, la période actuelle, mais tu as parlé à un moment donné
ça m'a marqué aussi dans le reportage d'une rivière asséchée, hein, qui était presque dans un désert, qui s'appelle la Kiamalumpa, et tu l'as comparé un peu à Mars. Alors, je ne sais pas, est-ce que ta prochaine expé, c'est d'aller sur Mars avec Elon Musk, ou est-ce que tu as d'autres? Non, je crois pas. Moi, je crois que en tout cas pour ma part, j'ai l'impression qu'on vit sur la plus belle planète, qui existe, dans l'univers, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a des trucs vivants dessus. Et moi, le vivant est la chose qui m'intéresse le plus, qui me rend le plus heureux et qui m'émerveille en tout cas le plus, dans ce monde. Donc je pense que je vais rester sur terre, et j'espère que, la terre, ne justement, au contraire, ne va pas, tendre vers, Mars. C'est-à-dire que ça va pas devenir un désert où il y a plus un pecno qui vit, où il y a plus une espèce, vivante qui vit, et qu'au contraire, la vie, va de nouveau prospérer, et que, il sera possible, toujours de rencontrer autre chose que soi-même, des petits êtres comme des très grands. Et voilà, moi, c'est ça qui, donne du sens, selon moi, à l'existence. Et voilà, donc moi, je suis bien sur terre, et j'espère, y rester. Et en tout cas, je compte me battre pour que, ce qui reste de cette planète demeure, et même prospère. Voilà, c'est un peu ce qui me mon moteur, dirais-je. Voilà. Je crois qu'il y a encore effectivement beaucoup de choses à voir sur Terre. Est-ce que tu as des projets pour l'année 2021? Enfin, c'est peut-être trop tôt pour en parler, comme on sait que la situation en plus est compliquée. Est-ce que tu as des projets pour l'instant, ou c'est Ouais, ouais, encore... moi j'ai plusieurs projets d'expédition dans ma tête. Le prochain, ça devrait être, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu parler de ça. En tout cas, c'est passé dans tous les JT, les journaux, et cetera, quand ça a eu lieu. C'était il y a 2 ans. C'était une étude de scientifiques norvégiens qui a fait, une étude sur les renards polaires au Svalbard. C'est des îles norvégiennes tout au nord là. Et donc ils ont mis des colliers, GPS, sur, je sais pas, une cinquantaine d'individus, pour essayer de comprendre leurs déplacements, comment ils migraient d'un endroit à l'autre, et cetera, en fonction des périodes. Et au bout de 64 jours, ils ont regardé les premiers résultats sur, leur ordinateur, et tous les renards étaient restés, à peu près dans la même, région, et cetera, sauf une qui s'était retrouvée au Canada. C'est-à-dire qu'elle avait parcouru plus de 4000 kilomètres en l'espace de 64 jours. Donc elle est partie du Svalbard, elle a traversé la banquise, elle a rejoint le Groenland qu'elle a traversé d'est en ouest, et ensuite elle a retraversé la banquise pour arriver sur une île canadienne. Heu et voilà quoi, et donc ils en ont pas cru leurs yeux, c'était absolument incroyable, mais elle l'a vraiment fait, donc ça, manifestement, c'est une collègue exploratrice. Et l'objectif de ma prochaine expédition, ce serait, ma dernière expédition, c'était d'aller sur les traces d'un explorateur qui s'appelle Raymond Moffret en Amazonie, et la Oui, suivante serait d'aller sur les traces de cette exploratrice, qui est cette renarde polaire. Il y aurait toute une partie, en chien de traîneau, notamment au Groenland, que je vais préparer. Donc, en théorie, j'étais supposé faire du repérage au Groenland en avril. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je veux dire, je suis pas pressé. Je vais le faire quand ce sera possible, quand ce sera bien, oui, dans de bonnes conditions. Mais voilà, ce sera ça la prochaine expédition dans d'accord, le très Grand bien. Nord. Alors, je pense que les gens peuvent suivre justement ta prochaine expédition ou tes prochaines expéditions sur ton site eliotsschonfeld.com, je suppose ELIODTSHONFELD.com. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de suivre également ton Et oui, oui, actualité oui, future? je suis sur, Facebook, je suis sur Instagram, D'accord. et puis c'est tout. Voilà. Ok, ben c'est super. Alors, écoute, Elliot, en tout cas, on te remercie. Je crois qu'on a passé Merci à vous. vraiment un très bon moment. J'espère que les gens qui nous ont suivis auront également passé un très, très bon moment avec toi. On te remercie. Bon, pour nous, tu es vraiment l'aventurier type, hein. C'est Merci. vraiment extraordinaire. Alors, j'en profite aussi pour dire que, en ce qui concerne notre festival Curieux Voyageurs, cette année, donc, c'est du 19 au 28 mars 2021, donc en ligne uniquement, malheureusement. Donc, vous pourrez suivre les différents films que nous présentons, c'est-à-dire 15 films qui seront sur une plateforme. Et également, nous avons prévu de faire des lives, donc avec différents sujets sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur notre chaîne, sur notre site internet curieusvoyageurs.com
pour voir tous les détails de ce que l'on vous propose au niveau de notre festival 2021 et on espère vous retrouver en présentiel en 2022, bien entendu. Merci encore, Elliot. Bonne fin de Merci à soirée toi. et à bientôt. À Salut, bientôt. Elliot. Bonsoir. Bonsoir, amis curieux voyageurs.